L'Afrique du Sud a entamé lundi une semaine de deuil pour l'archevêque Desmond Tutu, immense figure morale de la lutte contre l'apartheid dans son pays, mais aussi une malice, une chaleur, un rire en cascade communicative dont le pays se sent déjà orphelin. Le prix Nobel de la paix, mort paisiblement dimanche à l'âge de 90 ans, s'était effacé de la vie publique ces derniers mois, visiblement affaibli. Mais chacun se souvient de sa silhouette violette, de sa ténacité et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs en place. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Ce n'est pas seulement la nation arc-en-ciel qui pleure Desmond Tutu, mais l'Afrique et le monde entier. C'est quand on est quelqu'un comme Desmond Tutu, un homme, on va dire, à réputation planétaire et dont les actions et la contribution donc, à son pays ont traversé les âges, ont traversé les frontières également. Et quand on en vient à mourir finalement, il va de soi que ce ne soit pas seulement son pays qui pleure. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui pleure un Desmond Tutu, un homme rare, on va dire, un des rares hommes que la terre et le continent africain, on va dire l'Afrique du Sud a connu. Un autre Nelson Mandela, on va dire, mais sur d'autres dimensions karma. Donc Desmond Tutu, c'est, on va dire, c'est un monument que le monde entier est en train de pleurer aujourd'hui. Quelqu'un d'assez riche que l'Afrique du Sud a eu la chance d'avoir. Et il a d'ailleurs essayé de donner toute cette richesse-là qu'il avait en lui à ce pays-là de son vivant. Il a, à mon sens, pratiquement tout donné à l'Afrique du Sud aujourd'hui et au monde entier, n'oublions pas. Et donc finalement, ça va de soi que de par le monde entier, sur tous les continents aujourd'hui, Desmond Tutu soit salué et qu'on lui rende finalement cette pluie d'hommage-là. On se souvient de l'apartheid dans ce pays. En tout cas, nous, on l'a appris plus tard. Et comme l'introduction le montre à suffisance, Desmond Tutu, Didier Assogba, a joué un grand rôle. Quel rôle précisément? Bien, il a joué un grand rôle, comme on le dit d'ailleurs, à l'époque où il était porte-flambeau pratiquement de la lutte anti-apartheid. Il n'était pas donné à un citoyen sud-africain de se lever contre le régime blanc à l'époque. Vous savez que tous ceux qui l'avaient tenté, les figures de pro de l'ANC, dont Nelson Mandela était persécuté et mis en prison, pour la plupart était en prison à l'époque, et donc il a repris le flambeau sur lui. Lui qui avait à cœur de voir la justice été établie entre tous les hommes de la terre, défendre l'égalité entre les races, l'égalité entre tous les hommes, qui luttaient d'ailleurs simplement pour ce qu'il faut dire, les droits de l'homme, était à l'époque déjà homme de Dieu dans sa robe. C'est dans sa robe qu'il a porté ce mouvement, et en organisant déjà des manifestations contre le régime blanc à l'époque. Et donc, bien entendu, il a été persécuté lui aussi, même si il n'a pas formellement fait la prison. Il en a eu, il a été persécuté et tout, mais il n'avait jamais cessé de continuer de lutter pour la fin du régime apartheid. Et on lui reconnaît cette phrase phare là que si les grands du monde nous accusent d'avoir fait cette chose vilaine qu'est de mêler la politique à la religion, nous leur posons souvent la question de savoir quelle Bible eux ils lisent. On lui reconnaît cette phrase phare là quand il avait été accusé de mener la politique, enfin de mener la religion à la politique, alors qu'il était un homme de Dieu. Donc on lui défendait le fait qu'il ait pris à bras le corps un sujet éminemment politique qui était à l'époque l'apartheid.
voilà, il a appelé les grandes nations du monde à isoler l'Afrique du Sud, à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Donc, il en a fait tellement pendant que les autres, certains étaient dans la résignation et la plupart, bon nombre des Sud-Africains pensaient à l'époque que c'était perdu d'avant parce que les leaders de l'ANC étaient en prison et donc Desmond Tutu a pris à bras le corps cette lutte-là anti-apartheid et a amené finalement le régime de Klerk à l'époque à discuter avec les figures de proue de l'ANC. Donc Nelson Mandela qui était en prison à l'époque et on connaît la suite de l'histoire. Donc véritablement voilà ce qu'a été sa contribution et après on a vu juste après la venue au pouvoir de Nelson Mandela ce qu'il a eu à faire. Il a dirigé la commission pour la réconciliation, pour la justice et la réconciliation et il a essayé de mettre en face et les bourreaux et les victimes le fait que les deux parties se discutent, enfin parlent entre elles, cela pourrait permettre de décrisper le climat politique dans le pays. Après on voit aujourd'hui que il n'est pas autant difficile pour les citoyens sud-africains, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, de vivre et de collaborer ensemble, de travailler, même si on aurait aimé que cela soit beaucoup plus poussé que ça, mais il y a aujourd'hui au moins un terrain de déblayer pour que... Donc c'est en partie un travail de Desmond Tutu. Oui, c'est en partie un travail qui est lui imputable. Ça a été son initiative, ça a été d'ailleurs un de ses combats phares de faire de l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel. D'ailleurs même cette dénomination existe aujourd'hui pour l'Afrique du Sud. C'est en partie dû au travail et d'ailleurs à la philosophie que Desmond Tutu avait développée à l'époque. Et aujourd'hui on voit qu'il y a des fruits qui se font voir et certainement que dans la suite du temps, ce vœu phare que Desmond Tutu avait pour l'Afrique du Sud va s'accomplir complètement tant que les citoyens sud-africains comprendraient la nécessité pour eux, indépendamment de la couleur de leur peau, de vivre ensemble autant qu'ils sont blancs, noirs, jaunes ou je ne sais pas, pour faire de ce pays-là la nation arc-en-ciel, un peu comme l'a voulu le patriarche Desmond Tutu. Alors cela veut dire qu'on peut parler d'une sorte de legs de Desmond Tutu au niveau africain parce qu'on voit maintenant, Didier Assogba, l'implication des religieux dans la vie politique de leur pays. On a Monseigneur Philippe Fanokbo Bodjiro au Togo. On en a connu également en République démocratique du Congo et d'autres pays. Oui, évidemment, Desmond Tutu a été précurseur sur ce sujet-là. Il a été ce prélat qui ne voulait pas voir les régimes entre griffes, le régime apartheid à l'époque, brimer la population au fond et ne rien faire. Et parce que, comme on dit souvent, toute action appelle à la réaction. Quand vous voyez le régime apartheid qui faisait des actions, vous voyez derrière des réactions de la population noire sud-africaine et qui faisait dans la violence aussi pour répondre un peu de la force à la force, ce que Desmond Tutu étant noir mais ne supportait véritablement pas. Et donc vous avez vu que sur le modèle sud-africain, on a vu dans plusieurs pays africains, vous avez cité le cas du Togo, il y a plusieurs autres pays, il y a la Côte d'Ivoire, Jean-Pierre Koutsoa, évidemment. On a vu en RDC l'implication des religieux. Voilà, ce modèle-là, c'est un modèle qui est calqué sur le modèle initié en Afrique du Sud par Desmond Tutu, avec la bénédiction bien entendu d'un certain Nelson Mandela, et qui a porté ses fruits à l'époque parce que là, les choses ont été faites dans la règle de l'art, mais au lieu de copier véritablement sur Desmond Tutu, les autres pays ont voulu un peu faire, dans la diplomatie de la réconciliation. Ça n'a pas forcément porté son fruit ailleurs, comme ça a été, comme les résultats qu'on a eu en Afrique du Sud, parce que dans les autres pays, la réconciliation a eu des soucis, parce que les régimes qui étaient là
avant que les exactions ne soient commises, sont les mêmes qui ont initié le processus de réconciliation. Dans ces conditions-là, les victimes ne peuvent pas, les langues ne peuvent pas véritablement se délier. Les victimes ne peuvent pas véritablement dire tout ce qu'elles ont sur leur cœur parce qu'ayant peur, parce que le bourreau reste des forts toujours, parce qu'étant au pouvoir. Et les bourreaux d'en face ne voudraient pas certainement pour certains venir se pointer devant une certaine commission de vérité et réconciliation. Ce qui n'a pas été le cas en Afrique du Sud, où l'ancien régime, le régime mis en cause, le régime d'apartheid était parti. Et donc, les langues étaient déliées. Bien entendu, des anciens dignitaires du régime étaient venus devant la commission libre pour parler, et les victimes également. Aujourd'hui, estimant aujourd'hui avoir les leurs au pouvoir, c'était également venu sans contrainte devant la commission pour parler. Et donc, on aurait aimé que ça soit les mêmes schémas dans tous les pays qui ont voulu initier des processus de réconciliation, mais ça n'a pas été le cas dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, où on voit que c'est pratiquement les mêmes régimes qui sont là et qui initient, à l'exception de la Côte d'Ivoire peut-être, où on a assisté un peu à ce qu'on peut appeler une justice des forts ou des vainqueurs. Les vainqueurs. Voilà, évidemment, c'est pratiquement les mêmes régimes, les régimes accusés des exactions qui ont initié les processus de réconciliation. Donc ça n'a pas porté autant le fruit qu'on aurait aimé voir, comme par exemple ce que ça a donné en Afrique du Sud, mais c'est quand même une philosophie, un courant de pensée laissé par Desmond Tutu aujourd'hui qui peut être répliqué à volonté dans les pays qui ont connu des difficultés, où il y a eu des régimes assez forts qui terrorisaient les populations. Après ces régimes-là, il faut véritablement ne pas laisser la place aux nouveaux régimes qui viennent pour faire comme les mêmes régimes. Donc, il faut des processus qui permettent de réconcilier les bourreaux d'hier à leurs victimes d'aujourd'hui, qui sembleraient avoir pris du pouvoir ou du poids de la bête, pour que les pays n'évoluent pas dans les escalades de violence. Je pense véritablement que ça va être l'héritage Desmond Tutu laissé pour le monde entier, parce que ce processus-là peut être initié dans tous les autres pays, dans tous les autres continents à volonté, parce que, à mon sens, c'est le seul moyen aujourd'hui, c'est la seule solution aujourd'hui de pouvoir réconcilier et ramener les couches d'un même pays qui se sont déchirées hier, à les mettre ensemble aujourd'hui pour reconstruire le pays sur de nouvelles bases. En 30 secondes, prix Nobel de la paix comme Frédéric Declercq, décédé il y a de cela environ 1 mois et demi, et Nelson Mandela, l'ancien président également. C'est une grande page qui se tourne aujourd'hui, Didier Assoba. Oui, évidemment, prix Nobel de la paix, c'était mérité, très mérité d'ailleurs. Il est resté constant. Il a prouvé toute sa vie, Desmond Tutu, qu'il a mérité ce prix-là, parce que même s'il a œuvré pour la fin du régime apartheid, il n'a pas autant cautionné systématiquement les tares du régime de l'ANC. Il a dénoncer des faits de violence, de corruption, de mauvaise gestion des crises au niveau du pays. On se souvient également la crise de la gestion catastrophique de la pandémie, enfin de l'épidémie du sida, ouais. Les corruptions, les détournements de fonds et tout. Il a dénoncé systématiquement tout ce qui n'allait pas bien en Afrique du Sud. Et je pense d'ailleurs fondamentalement que c'est quelqu'un qui a prouvé au monde entier qu'il est une grande âme. Qu'il a prouvé jusqu'à la fin de sa vie. Il a apporté du sien, il n'a pas vécu inutilement. Il a laissé beaucoup de choses au monde entier. On va dire que son âme repose en paix. Ces obsèques sont prévues ce samedi 1er janvier dans la cathédrale anglicane Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. Merci beaucoup à vous, Didier Assoba. Merci. Allez, on marque une petite pause et on revient avec l'invité du jour.